Bien, eh bien, écoutez, bonjour à tous. Pour ce nouveau webinaire des agro-webinaires du mardi, nous accueillons évidemment les différents participants. Donc, on va laisser quelques minutes, 2 minutes pour l'arrivée des différents participants. Et nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Donc, ce webinaire s'intitule Big Data et Intelligence Business pour l'agro-environnement. Et nous accueillons donc 3 personnes. Alors évidemment, j'ai quand même les excuses de Sandro Bimonté qui est là, mais virtuellement, donc c'est doublement virtuel puisque pour des raisons privées, il n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais nous avons enregistré une vidéo. Donc Sandro Bimonté, qui est chercheur à INRAE, spécialisé dans les big data pour l'agro-environnement. Nous avons Nora Rouillet qui est au Muséum national d'histoire naturelle et puis Elodie Edoualov qui travaille dans un projet avec Nora et Sandro sur les big data pour l'agro-environnement et qui est de géosystème. Voilà, et donc pour information, pour ceux donc pour les participants, vous avez 2 possibilités d'interaction avec les intervenants. Dans un premier temps, les 3 intervenants vont exposer leur présentation. Pendant ce temps-là, vous pouvez commencer à poser des questions en réservant vos questions dans la rubrique Q&R que vous avez en bas de votre écran. Sachant que l'autre rubrique chat est une rubrique pour dire bonjour, comme mon collègue Aristide vous a dit bonjour, ou pour exposer vos problèmes techniques ou si vous avez des choses à dire mais qui ne sont pas des questions, de manière à ce que on puisse voir aussi les différents éléments que vous avez envie de dire. Et nous, à partir une fois que les présentations auront été faites, on pourra commencer à répondre aux différentes questions. Voilà, je pense que l'introduction, j'ai tout dit. Donc, Aristide va lancer la vidéo de Sandro pour sa présentation. Et donc, bon webinaire à tous et à tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Sandro Bimonté de l'équipe Copain, laboratoire TCF et INRAE Clermont-Ferrand. Je présente dans cette partie les entrepôts de données et leur usage en agriculture. Le plan, le contexte, les concepts principaux sur les entrepôts de données, le LAP, un cas d'étude qui sera après repris par ma collègue et une petite aperçu sur l'enseignement. Donc aujourd'hui, en fait, avec le Big Data, nous avons des données un peu partout récoltées par différents moyens et qui représentent une véritable révolution numérique car ils offrent de nouvelles possibilités d'analyse dans tous les domaines, dont aussi l'agriculture. Pour gérer ce Big Data, typiquement une chaîne de traitement de l'information est mise en place avec des données sources et des indicateurs, parfois décrites par des métadonnées de ontologie et ou parfois organisées dans des lacs de données. Ensuite, ces données sont intégrées dans un entrepôt de données pour être ensuite analysées par différentes méthodes d'analyse. Différents acteurs académiques, nationaux et internationaux, ainsi que des acteurs du numérique, des grands groupes, comme par exemple Oracle, IBM, jusqu'aux petites PME, fournissent des solutions pour les entrepôts de données qui sont utilisés par un grand nombre d'acteurs socio-économiques, des grands groupes, comme par exemple Michelin, Lumagrand, jusqu'aux petites PME ou associations, comme par exemple les différents CHU en France. Car en effet, les entrepôts de données permettent d'intégrer et gérer les données de façon efficace et les mettre à disposition de tous les acteurs du terrain. Mettre à disposition les données et les indicateurs selon des paramètres définis a priori, avec des analyses statistiques assez simples, mais multi-échelles et multivariables, qui peuvent confirmer ou infirmer des hypothèses ou des connaissances. Il y a une différence en fait entre les entrepôts de données et les bases de données classiques ou les systèmes d'information géographique qu'on appelle OLTP dans le jargon informatique. Je peux citer quelques-unes, par exemple l'utilisation. Les systèmes de base de données et les SIG servent à gérer des transactions sur les données, tandis que les systèmes OLAP, Data Warehouse, sont des systèmes d'aide à la décision. Les systèmes OLTP concernent une base de données qui est unique, tandis que les systèmes Data Warehouse intègrent plusieurs bases de données.
ainsi que la dimension de ces bases de données assez différentes. On peut passer des gigabytes de données jusqu'à des terabytes dans le cas des data warehouse. Mais par contre, en agriculture, ces solutions présentes sont assez compliquées à mettre en place, car en effet, les données sont d'une complexité importante et on a affaire avec des décideurs qui ont des profils assez hétérogènes, de l'agriculteur jusqu'aux chercheurs. Donc, ici, quelques applications. Par exemple, je peux citer une, l'étude des pratiques agricoles alternatives à faible dépendance aux pesticides, comme dans le cadre du système AgroSys développé par INRAE dans le cadre du réseau DEFI. Je vais maintenant présenter les concepts principaux des entrepôts de données et le lab. En effet, un entrepôt de données est défini il y a 20 ans déjà comme une collection de données intégrées, non volatiles et historisées pour la prise de décision. Les données sont organisées sur un modèle multidimensionnel, et je reviendrai dessus, avec des concepts de faits, des mesures, des axes d'analyse, les sujets d'analyse, les dimensions et les hiérarchies qui présentent en fait les axes d'analyse. Ces données sont en fait ensuite analysées via les opérateurs, via l'analyse au lab, avec des opérateurs de forage, de coupe ou de pivot, avec dans une démarche d'analyse itérative, or une démarche d'analyse exploratoire. Aussi un exemple d'entrepôt de données qui concerne les consommations énergétiques. Dans un vrai cas d'étude, nous avons mené à IRSTEA il y a quelques années. On peut analyser la consommation d'énergie des différents tracteurs par parcelle, par ferme, aussi que sous les différentes, par le temps, par le jour, le mois ou la saison, ou la campagne, pardon. Donc, en fait, un entrepôt de données, il est organisé sur une architecture qui est assez complexe. Vous avez donc les données sources qui sont intégrées, on a plusieurs données sources, sont intégrées via des outils qu'on appelle Extraction Transformation Loading, sont intégrées dans une base de données, un système d'information, un SGBD. Ensuite, donc, sont analysées par un serveur OLAP et restituées par un client OLAP. On va voir tout ça de près. Mais en fait, avant cela, on va faire un petit focus sur les concepts qui gèrent les entrepôts de données. Donc, un fait c'est la plus petite information analysable. C'est une information qui contient des données qui sont observables, qui représentent en gros le sujet d'analyse qu'on peut observer selon différents axes d'analyse et sont les dimensions. Un fait contient normalement des mesures numériques, par exemple la quantité de fuel consommé ou le nombre de produits vendus. Il est représenté par une table dans l'approche classique relationnelle, c'est-à-dire le système d'information SQL, avec une table qui contient en fait les mesures, ce qu'on veut analyser, et les différentes clés, qui sont les clés aux dimensions de la table. Les mesures sont additives, peuvent être classées en 3 classes, additives, semi-additives et non additives. Additives, or on peut le sommer suivant toutes les dimensions. Semi-additives, on peut le sommer seulement sous certaines dimensions, et non additives, on ne peut pas les sommer. Donc les dimensions, une dimension en fait est une table qui représente l'axe d'analyse dont ses attributs représentent une hiérarchie. Ça peut être par exemple, comme je dis, ça peut être le client ou le produit, ou comme je disais tout à l'heure dans notre exemple, ça peut être la dimension spatiale, or la parcelle qui est hiérarchisée à un niveau plus haut dans la dimension. Donc, on voit ici une structure classique. Vous avez les clés primaires, vous avez les attributs qui font la hiérarchie, et vous avez d'autres attributs pour gérer l'historique de la dimension. Typiquement, un entrepôt de données est organisé selon 3 modèles, le modèle en étoile, en flocon de neige, en constellation. Je montre un petit exemple, cette fois concernant la biodiversité. On a ici le fait, on a ici la mesure qui est l'abondance de papillons, on peut retrouver. Et en fait, ici, vous avez une table qui représente le temps dénormalisé pour gagner en performance, et une table qui présente la dimension spatiale qui est cette fois ici normalisée, donc selon l'approche qu'on appelle en flocon. Donc, les hiérarchies représentent typiquement les possibilités d'analyse. Donc, il y a plusieurs hiérarchies de type complexe. La hiérarchie plus classique est dite balanced en anglais, c'est une hiérarchie qui forme un arbre. Mais souvent, en fait, cet arbre peut ne pas être complet, comme dans le cadre des hiérarchies, dans le contexte des hiérarchies unbalanced,
Pour cela, en fait, on est obligé d'introduire des données qui sont fictives. Et cela, ça pose beaucoup de questionnements lors de l'analyse. Le serveur OLAP, quant à lui, du coup, il permet le mapping entre le client LAP et le CGBD. Il implémente les opérateurs ainsi que des techniques d'optimisation. Un petit extrait à quoi ça ressemble en fait un serveur OLAP, il est décrit dans le cadre de Mondrian par un fichier XML qui représente les mesures et le lien qu'il y a sous la base de données. Donc on voit ici que cette mesure-là, le promotion sale, il est, elle est stocké dans cette colonne-là de la base de données. Quant au serveur OLAP, en fait, les requêtes OLAP définissent un client en pivot table, or un tableau croisé dynamique, on voit ici. Et le serveur OLAP, il fait le langage du serveur OLAP, c'est un langage qu'on appelle MDX. Donc, il traduit les requêtes MDX du tableau, il les traduit directement en SQL en utilisant des techniques d'optimisation. Quand on regarde une requête MDX, vraiment, il n'y a aucune vision de l'SGBD dans cette requête. On parle de, je vais sélectionner dans ce cas une mesure en colonne et les différentes années en ligne. Donc, les méthodologies de conception, pour quand on conçoit un entrepôt de données, il faut utiliser bien sûr les données, mais il faut mettre le décideur au centre dans le processus de conception. Car je répète, les entrepôts de données sont destinés aux utilisateurs, aux décideurs pour faire des analyses particulières. Donc, au niveau du modèle physique, au sein de l'SGBD, plusieurs techniques d'optimisation doivent être mises en place parce qu'en fait, pour garder des performances acceptables sous une quantité énorme de données, comme par exemple les index, les partitions ou les vues matérialisées. Quand en effet on injecte de la donnée spatiale dans l'entrepôt de données spatiales, mon collègue Ivan Bedar, il a défini en 1997 l'OLAP spatial comme une plateforme visuelle qui permet l'analyse et l'exploration spatio-temporelle des données avec des affichages graphiques, mais aussi classiquement OLAP avec des tableaux croisés dynamiques. En fait, la partie cartographique nous permet en fait trois choses. La première, de visualiser la distribution des faits, donc de ce qu'on est en train d'analyser, visualiser la distribution spatiale de notre sujet d'analyse, visualiser les relations entre les faits et les dimensions, ainsi que visualiser nos faits à différentes gravités spatiales. Comme je disais tout à l'heure, au niveau de la parcelle jusqu'au niveau de l'exploitation agricole. Alors ici, un petit aperçu du projet NR qui sera après utilisé pour montrer un cas d'étude. C'est un projet NR qui a démarré fin 2017. Il y a 5 partenaires, IRCA, à l'époque c'était IRCA, maintenant INRAE, l'IRIT, le Muséum, l'LPO Aquitaine et Geosystems. Le but, c'est à partir de données qui viennent de l'LPO, fournies par l'LPO dans le cadre de Vision Nature et l'OAB, l'Observatoire agricole de la biodiversité, on souhaite donc créer des indicateurs de biodiversité de qualité et permettre l'analyse et la visualisation de ces données via l'OLAP spatial. Donc ici, on voit bien, donc, mais Nora va vous présenter ça en détail. Donc on a par exemple sous le terrain, on a des niches à pollinisateurs. Et ensuite, avec notre outil OLAP, on peut par exemple ici aller analyser, le comparer sous le temps, la biodiversité, l'abondance moyenne des pollinisateurs pour les conduites qui sont conventionnelles ou non conventionnelles. On voit bien que la conduite biologique, elle est meilleure que la conduite conventionnelle. On peut aussi, elle va aussi montrer d'autres types d'analyses. Il est très important de mettre en évidence que les entrepôts de données dans le cadre des sciences participatives, c'est une chose qui est aujourd'hui assez utilisée un peu partout, permettent la co-construction d'indicateurs de paramètres d'analyse avec les citoyens, avec les agriculteurs. Ces outils OLAP permettent une analyse par tout le monde, car en effet, on a bien vu s'il s'agit que des simples tableaux croisés dynamiques. Et ils permettent aussi d'instaurer une confiance, car en effet, dans l'entrepôt de données, vous pouvez avoir les données détaillées jusqu'à la parcelle, mais des données agrégées jusqu'au niveau régional. Au niveau de l'enseignement, en fait, par ces dernières années, j'ai fait un constat. Le constat, en fait, est que dans tous les parcours informatiques, on n'enseigne pas, en fait, on n'explique pas la complexité des données agro-environnementales et donc toutes ces techniques pour gérer cette complexité-là ne sont pas enseignées.
Vice-versa, dans tous les parcours non informatiques, les technologies de ETL, Extract, Transformation Loading et les entrepôts de données ne sont pas du tout enseignées. Je vous remercie pour votre attention. Bien, merci à Sandro qui, comme je vous le disais au début, n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons familiales et c'est pour ça qu'on l'a enregistré. Mais je voulais aussi nous excuser parce qu'il y a une personne qui nous a dit que ça allait un peu vite. Je n'ai pas pu le ralentir puisque c'était une vidéo, donc j'espère que quand même la majorité des personnes ont pu suivre. Alors, moi-même qui suis agronome mais qui ne suis pas spécialisé dans les data science, je ne comprends pas tout et je crois que maintenant, Nora puis Elodie vont peut-être mettre un peu plus de concret. C'était normal que Sandro présente un peu les questions de concept et de méthode. Et maintenant, on va voir un cas d'application concret. Donc, je laisse la parole à Nora qui nous met sa présentation et au niveau du son aussi. Il ne faut pas oublier le son, Nora. Ouais, c'est bon, vous m'entendez bien? Voilà, on t'entend. Mets ton diaporama en plein écran et nous t'écoutons avec plaisir. Et voilà. Donc, bonjour, moi je m'appelle Nora et j'anime à l'échelle nationale l'Observatoire agricole de la biodiversité. Alors, en un mot, c'est un observatoire qui appartient au réseau Viginature. C'est un réseau du Muséum national d'histoire naturelle qui propose aux citoyens, donc dans le cadre professionnel ou personnel, de faire des observations de la nature dite ordinaire. Et l'Observatoire agricole de la biodiversité, donc on va l'appeler l'OAB pour la suite de cet exposé. Le principe, c'est de proposer aux agriculteurs et aux professionnels du monde agricole des protocoles d'observation de la biodiversité dite ordinaire. Donc, c'est ton diaporama là, on voit un pollinisateur, c'est bien ton diaporama, hein? Oui, celui-là, là, avec marqué... Ouais. Non, il n'y a rien de marqué pour l'instant, donc je pense qu'il y a un problème. Ah, bah vous avez peut-être un problème d'affichage dans ce cas. Là, vous ne voyez pas... On voit on voit son écran, je pense. Okay. Voilà, c'est bon. Voilà, merci. Donc, désolé. Donc voilà, Viginature, donc pour l'observation des espèces dites ordinaires, et l'OAB qui propose aux agriculteurs et aux professionnels du monde agricole de faire ces observations donc dans le cadre de leur exploitation. On va observer au sein de l'OAB, nous, les abeilles solitaires, les papillons, les invertébrés terrestres et les vers de terre. Donc, les abeilles solitaires et les papillons, parce que c'est des bons indicateurs de l'état de santé d'un milieu à l'échelle du paysage et que ce sont des pollinisateurs. La planche à invertébrés, elle va nous permettre de pouvoir aborder les problématiques d'équilibre auxiliaire et ravageur. Et enfin, les placettes à vers de terre, ça permet d'aborder le sujet de la fertilité des sols. Donc, pour vous donner un petit chiffre sur la mobilisation, pour vous donner une idée de la masse de données que peut générer un tel programme. Donc là, il y a tous les réseaux locaux qui ont participé depuis 2011, entre 2011 et 2017. Donc, on voit que ça va être des chambres d'agriculture, des fédérations de chasseurs, etc., qui, eux, à leur échelle, vont proposer aux agriculteurs de leur département ou de leur région de mettre en place l'OAB. Et là, on peut voir entre 2012 et 2017 les participations. Donc, on peut voir que ça couvre une bonne partie du territoire et qu'on a différents types d'agriculture qui sont représentés. Donc, ça peut être le maraîchage, prairie, viticulture, etc. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée de la somme de data qui peut être produite par un tel réseau. C'est 258 exploitations et 540 parcelles qui ont participé depuis 2017. Qui ont participé en 2017, pardon. Et depuis 2011, on a donc plus de 2000 parcelles décrites pour 1000 exploitations et 83 établissements d'enseignement agricole.
Donc, petite présentation rapide des protocoles. La planche à invertébrés, donc, le principe repose sur le fait d'avoir une planche en peuplier non traitée, donc avec des dimensions qui sont fixes. Et le but, c'est de poser 3 planches sur la parcelle agricole, 2 qui seraient en bordure et 1 en plein champ. Et on va ensuite décrire donc, la parcelle et ses environs et les pratiques agricoles qui ont lieu sur la parcelle et les environs, le paysage qui est autour. Et une fois par mois, on passe, on retourne la planche et on va observer dessous les carabes, les mollusques et d'autres animaux. On va faire remonter donc, les données de pratiques agricoles, les conditions d'observation et les données de biodiversité dans la base de données de l'OAB. Et de la même manière, donc pour les placettes vers de terre, on pose 3 placettes de 1 mètre carré à 10 mètres d'une bordure espacée de 6 mètres chacune. Et on va verser sur ces placettes un mélange d'eau et de moutarde. Le but de cette manœuvre, en fait, c'est qu'il y a une molécule dans la moutarde qui pique les vers de terre. Ceux-ci remontent à la surface et là, on peut les collecter, les rincer pour pas qu'ils se fassent picoter trop longtemps. On attend 15 minutes, on recommence l'opération et à la fin, sur une surface noire, on peut les identifier par taxon. On fait remonter de la même manière des données de pratique, des données de biodiversité et des données sur les conditions d'observation. Est-ce que le sol était sec, est-ce que c'est très beau, etc. Et pour le protocole sur les nichoirs, donc celui dont Sandro parlait tout à l'heure, donc là, il repose sur le fait de rassembler des tubes en carton qui sont standardisés. On les rassemble, il en faut 32, on les met à l'abri dans une bouteille en plastique pour qu'il ne leur pleuve pas trop dessus. Et ensuite, une fois par mois, on va passer et observer les opercules qui ferment ces petits tubes. Donc, en fait, les abeilles viennent s'installer dans les tubes et les referment pondent leurs œufs dedans et les referment avec un opercule d'une matière différente selon l'espèce à laquelle elles appartiennent. Du coup, ça va nous donner des informations sur la diversité des abeilles présentes sur la parcelle. Et de la même manière, on va faire remonter les données de pratique, la présence par exemple de fleurs, de jachères fleuries, de bois, de forêts, d'étangs autour de la parcelle, et ensuite le nombre et la nature des opercules qu'on a pu observer. Pour le transect papillon, donc, on a des conditions d'observation qui sont définies. Pour celui-là, il faut que ce soit une journée ensoleillée, un vent inférieur à 30 km pour éviter que les papillons se fassent trop valdinguer. Ils ne seront pas sortis en fait d'ailleurs s'il y a trop de vent. Et des températures précises. C'est des identifications qui sont en bordure de parcelles et le principe repose de marcher pendant 10 minutes, donc ça fait 100 à 300 mètres, et d'observer dans une boîte de 5 mètres cubes, dans une boîte bien sûr qu'on imagine dans sa tête, observer tous les papillons qu'on va croiser le long de cette bordure pendant ces 10 minutes. On définit une boîte de 5 mètres cubes, ce cube qui avance avec nous pour éviter que les personnes aillent courir après un papillon qui est 300 mètres plus loin. Le but étant de standardiser les données qui sont produites au sein de cet observatoire. Et donc, on fait 3 à 5 passages entre mai et septembre. On fait remonter les données donc, des espèces, regroupements d'espèces, des taxons de papillons observés, des données également sur les pratiques agricoles sur la parcelle et sur le paysage. Donc, vous pouvez voir qu'avec le nombre de participants et toutes les informations qui sont demandées au sein de cet observatoire, on a une dose de données qui sont... une masse de données très importante. Donc, dans les données produites en biodiversité, on a une abondance et une diversité des taxons suivis sur la parcelle. On a en agronomie des données de pratique, des données de paysage et des conditions d'observation. C'est une base de données qui est très fournie, avec des données qui sont, qui sont complexes parce qu'il y a de nombreuses variables et les interactions entre ces variables ne sont pas forcément faciles à représenter. Alors, les questions qui se posent maintenant, c'est comment l'explorer pour les chercheurs, parce que pour eux, pour les chercheurs, faire de l'exploration de données, ça prend un certain temps et ça demande de coder des modèles statistiques qui ne sont pas forcément évidents et qui prennent du temps pour avoir une vue rapide sur les données, et pour les participants, pour qu'ils puissent aller voir dans leur région ou alors pour telle pratique l'influence
enfin, voilà, la répartition de l'abondance et de la biodiversité en fonction de pratiques, en fonction de localisation, etc. Et du coup, c'est ça que l'outil VGI for Bio va pouvoir répondre à cette question-là. Alors, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Et du coup, en ayant accès, en pouvant produire des graphiques de manière rapide, en croisant, par exemple, ici, on fait une étude où on va mettre la conduite de la parcelle en fonction du type de culture en place. Et du coup, alors je vais avancer un petit peu. Alors, la donnée de biodiversité qui va être exprimée, ça va être l'abondance moyenne sur les parcelles. Donc, en fonction de, comme vous voyez, la culture et la conduite. Du coup, on va garder juste biologique et conventionnel pour pouvoir faire une comparaison, on va dire, assez simple. Alors attention, bien sûr, les données qui sont produites, les représentations de ces données qu'on peut avoir ici, elles sont bien sûr, elles ne remplacent pas une analyse statistique, c'est juste qu'elles nous permettent d'avoir une vision de ces données de manière assez rapide. Donc ensuite, on choisit le type de graphique qui nous intéresse. Et là, le but, ça va être de montrer que, par exemple, dans les cultures pérennes, là, en bleu foncé, vous avez le biologique et en bleu clair, vous avez le conventionnel. Donc, dans les grandes cultures et les cultures pérennes, il semblerait qu'on ait une abondance de pollinisateurs qui est plus importante qu'en conduite conventionnelle. Ça, c'est un petit peu moins démarqué en maraîchage et en prairie. Mais on peut voir la puissance de l'outil comparé à aller fouiller dans une base de données, faire des exports et faire des traitements après qui demandent un codage assez complexe. On peut aussi voir qu'au début, le graphique qui avait été choisi n'était pas très parlant. Vous voyez à droite là qu'il y a plusieurs manières il y a plusieurs types de graphiques qui peuvent être utilisés. Et donc, le principe est bien sûr de choisir celui qui est le plus adapté, qui va nous permettre la meilleure lecture de ce graphique. Je peux vous montrer une autre petite vidéo rapidement pour voir un autre type d'analyse qu'on pourrait faire. Donc, du coup, dans celle-là, on va mettre... donc, on a toujours l'abondance moyenne et on va regarder en fonction du type de fertilisation. Et là, on peut voir que on a donc dans le premier rectangle ici, c'est fertilisation minérale. Là, on a la fertilisation qui est organique. Ici, on a fertilisation minérale et organique. Et ici, on n'a pas de fertilisation. Donc, il semblerait que la fertilisation minérale, dans les deux colonnes où elle est présente, eh ben, on peut voir qu'il semble y avoir une abondance qui est plus faible. Du coup, ça peut nous permettre d'avoir une piste pour aller, soit si on est un chercheur, creuser pour aller voir est-ce que c'est le seul facteur qui va expliquer cette abondance qui semble plus faible, ou si on est un participant, on peut se dire, tiens, la fertilisation minérale risque d'avoir un effet négatif sur la biodiversité de mes parcelles. Et du coup, soit on va se renseigner s'il y a des outils qui permettent de réduire la fertilisation, soit ça peut nous permettre de poser des questions à des chercheurs, etc. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que le but étant de pouvoir avoir des interactions entre toutes ces données qui sont représentées assez rapidement et accessibles à une majorité de personnes. Voilà. Merci de votre attention. Merci Nora. Merci aussi de couper ton son parce que le bruit de fond chez toi a perturbé certaines personnes, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, on poursuit sur Elodie et ensuite on pourra échanger aux questions. Très intéressant la façon dont on peut voir les applications des données massives. Donc, merci. Et Elodie, donc, tu peux partager ton écran. Oui, je suis en train de le faire là. Donc, Elodie qui travaille à Géosystème, peut-être tu expliqueras ce qu'est Géosystème. Le Muséum national d'histoire naturelle, ça, je pense que tout le monde connaît. Géosystème, c'est peut-être pas le cas parmi les participants. Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si ça y est, bon on voit pour tout. le son. Tout va bien. D'accord. Alors, du coup, j'ai ma présentation sur un écran et
j'ai ma présentation sur un écran et ma caméra sur l'autre. Donc, si je tourne la tête, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, pour continuer sur la présentation, moi, je vais vous parler un peu plus de l'OLAP, mais avec une dimension spatiale, donc pouvoir avoir des cartes dans les outils. Et donc, on va y arriver, mais juste avant, je vais vous reparler de Geosystème France. Geosystème France, c'est une entreprise de services du numérique dans le géospatial. En gros, on fait de la géomatique. Donc, depuis 14 ans à peu près, on est spécialisé dans tout ce qui est traitement de la donnée géospatiale, dans tout ce qui est système d'information géographique, catalogage, enfin, collecter, traiter, gérer, exploiter, analyser des données géolocalisées. Ça, c'est notre cœur de métier. Et on est distributeur d'un groupe qui s'appelle Hexagone Géospatial pour tous les outils de SIG, SIG Web et catalogage, etc. C'est un peu en face d'Esri si on veut parler d'équivalent en termes de groupe d'éditeurs, on va dire. Donc, comme j'ai expliqué, on a un apport, on va dire, une aptitude à des outils et des softwares et des hardware, donc des appareils pour aider à tout ce qui est captation et gestion des images satellites avec des outils comme RDS Imagine, Imagine Photogrammétrie et Apollo pour ceux qui connaissent, sinon c'est pas grave. Et puis, on a aussi des outils de la mobilité pour faire des collectes terrain. Et puis, on a aussi des appareils GPS de précision de l'EICA. On est distributeur de l'EICA, Geosystems aussi. Et plus récemment aussi, on travaille sur tout ce qui est géovisualisation. Enfin, on propose des outils pour faire de la géovisualisation. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, voilà à peu près Geosystème France. Moi, je suis responsable SIG, SIG Web chez Geosystème France. Et depuis 2-3 ans maintenant, on travaille en tant que partenaire industriel dans le projet VGI4Bio, dont on vous parle depuis le début, qui est un projet financé par l'ANR. Donc, ici, je vais vous parler de la motivation d'avoir une carte dans ce genre de système et qu'est-ce qu'on a pu faire avec le projet VGI4Bio en termes de l'apport de la carte dans les systèmes existants. Et on va un peu parler conclusion. Il y aura aussi une petite démo. Donc, si ça a été très vite chez Sandro, je peux peut-être m'attarder juste un petit peu sur cette partie-là pour vous réexpliquer un peu plus les entrepôts de données et le système OLAP. Donc, comme Sandro l'a expliqué, le but final, c'est de pouvoir faire des outils, des systèmes qui permettent de faire de l'analyse assez rapidement de nos données, d'un gros volume de données, de faire du data mining et des coupes dans les données. Ça, c'est le but. Mais avant d'arriver à ces outils de visualisation qui sont dans les mains des décideurs, il y a toute une phase de collecte, de compréhension de la donnée existante et de transformation de cette donnée-là pour synthétiser, agréger, combiner avec notre propre besoin en termes d'intelligence. Par exemple, quels sont les variables, les indicateurs dont on a besoin et on combine ça avec ce qui est disponible dans les données. On fait tout ça à travers des outils d'ETL, donc Extract, Transform, Loading. Et donc, une fois qu'on a récupéré et agrégé et synthétisé ces informations-là, on alimente une data warehouse qui est donc le cœur, on va dire, data qu'on va pouvoir ensuite utiliser dans notre système. Donc, on a la data warehouse et par-dessus, on vient mettre ce qu'on appelle un serveur OLAP. Et ce serveur, il est là pour justement, comme il a expliqué, traduire les requêtes du client vers le data warehouse, exécuter cette requête et renvoyer la réponse au client. Et plus le serveur OLAP est bien fait et puissant, plus c'est rapide les requêtes. Et donc, on a notre moteur OLAP et puis en face, on a le client OLAP qui est comme ce qu'on vous a montré tout à l'heure, un client Saiku, où on peut faire directement nos analyses avec des drag and drop et générer des rapports, etc., etc.
Donc, ça, c'est le schéma classique d'une architecture OLAP. Et les clients, ils sont des clients, comme vous l'avez vu, avec des tables pivots ou des diagrammes statistiques, des graphes. Bonjour Sandro. Ben, merci de nous avoir rejoints. Et du coup, la motivation, c'est d'avoir cette partie carto. Pourquoi? Parce que, on le sait tous maintenant, il n'y a plus à dire, les données, la plupart des données dont on dispose, il y a toujours une géolocalisation. Donc, c'est toujours intéressant d'aller creuser dans ce sens. Et avec une carte, on est capable d'interagir directement avec la donnée, d'avoir une fluidité dans l'analyse parce qu'on va directement piocher dans la carte. Et puis, on peut visualiser et comprendre la distribution de nos indicateurs directement sur la carte, les phénomènes analysés en un coup d'œil et comparés entre les régions ou les zones en un coup d'œil. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait rajouter ces dimensions-là dans les outils. Ce qui se passe actuellement, c'est que les outils SOLAP classiques, les clients, ils n'ont pas forcément des instruments pour arriver à la partie cartographique, à exploiter cette composante géospatiale. Et en plus, parfois, il y a des éditeurs qui proposent ces outils, mais il faut avoir toute leur suite logicielle, depuis la base de données jusqu'à la partie cliente. Et il y a certains qui ont déjà de leurs outils et nous, on veut quand même qu'ils aient la possibilité d'avoir une carte. Donc, c'est la motivation pour ce plugin dont je vais vous parler. Là, je pose un concept qui va nous permettre de suivre l'intérêt. Donc, en récapitulant, on veut arriver à avoir notre serveur OLAP, notre client OLAP, et BERM, un affichage, un client carto qui vient s'intégrer dans ce paysage depuis le client OLAP. Et on laisse l'architecture OLAP communiquer avec le Data Warehouse comme il sait le faire. Donc, le concept que je veux poser aussi, c'est un des mantras importants dans la visualisation de données, c'est le trio aperçu, zoom, filtre et détail. Il faut que ça soit optimisé pour qu'on fasse des analyses assez pertinentes et faciles à interpréter. Donc, en termes d'aperçu, il faut que l'outil soit capable de nous donner un overview global d'une situation, d'un indicateur. Nous, on voudrait rajouter un overview carto en plus de l'overview table. Il faut qu'on puisse zoomer et filtrer dans les données et il faut qu'on puisse aussi voir du détail sur une donnée en particulier. Donc, pour ça, on a ajouté notre propre plugin et nos propres composants dans une architecture OLAP classique. Donc, ici, on va se retrouver avec la partie entrepôt de données comme d'habitude. La partie serveur, ici, on parle de Mondrian, c'est un des serveurs open source répandus du marché. Et puis, ce serveur OLAP communique avec le client, cette fois-ci qu'on va appeler SOLAP, S pour spatial, qui va être une combinaison de Saiku et d'un outil que nous fournissons à GeoSystem France qui s'appelle Feature Analyzer. Donc ça va être le nouveau client. Et pour arriver à avoir cette carte, on a besoin de notre plugin qui va en fait prendre la réponse du serveur quand on fait une requête, qui est un fichier XML for application, qui va prendre cette réponse, traduire ça dans un format JSON que notre outil est capable, la carte est capable de consommer et d'afficher. Tout ça, c'est une architecture web. C'est dans un navigateur qu'on va avoir la carte. C'est pour ça qu'on va beaucoup travailler avec du JSON. Et bien sûr, avec les données, on a besoin de règles d'affichage des données. Donc, voilà tout ce qu'on a mis en place dans une architecture classique. L'avantage quand on travaillera comme ça, c'est bien sûr de pouvoir se greffer sur des architectures où on a tout type de serveur OLAP ou tout type de base de données ou un autre client. Et nous, on peut carrément mettre la partie carto tant qu'on arrive à traduire le XML. Donc, la petite démo, alors, retour sur le client Saiku, vous l'avez déjà vu un peu en aperçu, mais je m'arrête un peu dessus pour qu'on ait vraiment le sens de l'intérêt de la carte. Donc, quand on est dans ce genre de client, bien sûr, on exploite toute la puissance d'un système OLAP puisque on est capable de faire nos requêtes comme on l'a vu et d'avoir des résultats très rapidement.
Donc, l'aperçu, que ce soit en mode tabulaire ou graphique, zoom et filtre, bien sûr, on l'a vu avec Nora quand elle a sélectionné les conduites biologiques et non conventionnelles. Voilà, on sait faire ces choses-là. Après, là, je n'explique pas trop. Voilà, donc on a les graphes et puis toutes sortes de graphes disponibles. Ce qui peut être suffisant, on va dire. Mais dès qu'on arrive à des cas complexes, ça peut être compliqué à comprendre et à interpréter. Et puis, l'aperçu du moteur Feature Analyzer que je vais faire ici, là, cette fois, la partie aperçue, c'est la carte, bien sûr, avec des widgets graphiques qu'on va voir tout de suite. Là, je prends l'exemple des élections de 2017. C'est une petite carte qu'on avait faite à l'époque. Et donc, comme j'expliquais, on a l'aperçu. Bon, bah, on suppose qu'on voit l'aperçu, même si ça va trop vite. Voilà, on a l'aperçu avec la carte et les widgets. Et puis, on peut faire des zooms et filtres, que ce soit dans les widgets ou dans la carte directement. Et puis, les détails à la demande avec le tooltip. Donc, ce n'est pas un SIG, puisque là, on voit bien que c'est destiné à l'analyse et c'est des indicateurs, c'est des données synthétisées et qu'on fait interagir nos graphes avec la carte tout le temps. Donc, voilà pour ça. Donc, le cas d'étude pour la démo, c'est l'OAB que Nora vient de vous présenter. D'ailleurs, c'est le cube qui a été fait pour l'OAB dans sa démo qui est réutilisé ici. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus, juste vous dire qu'on va travailler sur le protocole des pollinisateurs dans les exemples que je vais montrer. Et on va beaucoup parler de l'abondance et du nombre de parcelles visitées. Donc, alors, voilà, on va entrer dans la démo. Prenons un exemple d'analyse qu'on veut faire pour voir comment est l'aperçu dans l'outil avec la partie carto. Donc, on veut comprendre l'abondance sur le territoire français. Donc, dans le client OLAP classique, on va faire notre requête, on prend la moyenne cette fois-ci avec toutes les régions de France et puis on a le résultat. Bon, je mets le petit smiley vert parce que voilà, c'est lisible. On peut très vite remarquer où sont les moyennes d'abondance les plus hautes et où sont les plus basses, etc., etc. Donc, on le lit bien sur la carte, sur le graphe. Et quand on choisit de faire l'affichage carto, on a par exemple ce genre de résultat. Et ça aussi, ça se lit bien. On voit direct, pour ceux qui sont forts en géographie, ils reconnaîtront les noms des régions. Moi, je suis française d'adoption de cœur même. J'ai du mal à savoir quelle région, mais voilà, on a quand même rapidement un sens de distribution et un sens de comparaison. Donc, voilà. Sandro me comprend sur, sur l'adoption. Alors, le deuxième exemple, c'est l'aperçu pour l'abondance, mais cette fois-ci, juste par année. On va voir par année sur tout le territoire. Donc, on rajoute une dimension qui est celle de l'année. On va de 2011 à 2017. Ici, c'est un peu compliqué à comprendre déjà là, avec les chiffres. Et ici, par contre, avec le graphe, ça va, c'est pas aussi pire que pour les chiffres, mais voilà, il faut quand même prendre beaucoup de minutes pour aller creuser un peu plus, voir la légende, comparer, etc., pour se rendre compte que où sont mes régions où la valeur de l'abondance est stable au fil des années, etc. Il faudra voir où sont les régions où la hauteur par couleur est à peu près la même. Voilà, c'est pas évident. Il y a d'autres graphes, hein, on va me dire, mais bon, c'est toujours pas évident, je les ai tous testés. Donc après, quand on regarde sur la carte, cette fois-ci, on a une autre façon de visualiser ces résultats-là, notamment pour toutes les années. Donc, on voit bien les couleurs par année. De 2011 est bleu et 2007 est jaune. Et pour toutes les années, dans chaque région, on positionne directement les valeurs d'abondance. Donc, avec ça, on est capable de voir la stabilité dans le temps dans chaque région directement et même comparer en fait. Donc, voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a vu ça, on peut très bien retourner à notre client OLAP et choisir de creuser ces deux régions-là et donc filtrer sur ces deux régions-là.
Donc, c'est ce que je vais faire, Pays de la Loire et Midi-Pyrénées. Et là, oui, on fait comme un zoom au niveau département pour ces 2 régions pour aller creuser encore un peu plus. Et on a ce genre de résultats. Donc, à chaque fois, on voit région-département, région-département. Et on voit tout ce qui est Midi-Pyrénées là et puis tout ce qui est Pays de la Loire là. Ça se comprend, c'est pas le plus évident à interpréter d'un coup d'œil ou même de 2 coups d'œil. Et puis là, quand on va dans notre partie carto, tout de suite, on a nos 2 régions. Le contour des régions, c'est une information de l'indicateur d'abondance. Plus c'est foncé, plus c'est élevé. Et on voit direct la comparaison entre les 2 régions. Et puis, on voit les valeurs pour les départements dans une région et en comparant toujours avec l'autre région. Donc, on retire beaucoup plus d'intelligence tout de suite. Juste, je pense que j'ai dépassé un peu le temps, donc je ne vais pas non plus m'attarder trop. Vous voyez le topo. Et puis, bien sûr, quand on complexifie, c'est encore mieux. Là, on va vouloir voir l'abondance dans les départements par conduite et avec la valeur de nombre de parcelles visitées parce que ça joue sur l'information. Plus on visite de parcelles, plus on a de données et plus la donnée est fiable. Donc, on a besoin de relativiser un petit peu. Et ben, on peut le faire ici. Pareil, on compare visuellement, c'est pas évident. Et puis, quand on va aller dans la carte, donc dans la carte, là, tout de suite, on va avoir le comparatif. Donc, à chaque fois, on a la conduite avec le bleu, donc bleu clair, bleu foncé, biologique conventionnel, et le nombre de parcelles visitées pour chaque conduite. Et du coup, tout de suite, on voit chaque fois la conduite et le nombre de parcelles visitées à côté. Et puis, on relativise l'info, en fait. Là, on a vu qu'il y a beaucoup d'abondance pour le conventionnel, mais on voit bien qu'il y a eu plus de parcelles visitées pour le conventionnel que pour le biologique, même si déjà, on n'a pas beaucoup de parcelles visitées tout court, en fait. Donc, on fait des analyses plus avec du bon sens aussi. Donc, voilà pour la démo. Alors, ensuite, conclusion et perspective. En gros, oui, avec cette expérience, bien sûr, on utilise le pouvoir du client au lab. Il faut continuer à l'utiliser. Et la carte vient rajouter cette visualisation interactive dont on a parlé et de comprendre non seulement les données, mais leur qualité aussi. Et c'est quelque chose qui est très important quand on travaille avec des données volontaires. Et puis à venir, on doit enrichir tout ça avec des graphes et des widgets et des règles. Je vous épargne l'avenir et voilà. Merci beaucoup, Élodie. Tu peux enlever ton partage d'écran. On va pouvoir commencer à répondre aux questions. J'en profite pour accueillir Sandro. Merci, Sandro, d'être présent malgré... Je viens juste de me libérer. Bon, merci beaucoup d'être présent malgré effectivement la situation particulière dans laquelle tu es. Et donc, je propose qu'on réponde aux questions. Il nous reste à peine 15 minutes. Donc, il y a une dizaine de questions. Et évidemment, tout de suite, ce qui est arrivé, c'est la question de la qualité des données. Et donc, qui veut répondre sur la façon qui qualifie les données et quelles sont les validités temporelles et spatiales des différentes données? Alors, si cette question est bien adressée sur les données qui sont produites par le réseau OAB, alors c'est évidemment en sciences participatives une des questions qui revient le plus souvent sur la fiabilité des données qui sont produites par des personnes qui n'ont pas forcément les connaissances initiales. Il y a 3 éléments de réponse. Déjà, pour pallier à ces données qui ne sont pas forcément très précises, on a une masse de données très importante qui permet de gommer, on va dire, les erreurs qu'il peut y avoir. On fournit des protocoles qui sont très simples pour justement qu'ils soient faciles à mettre en place et on fournit aussi des éléments de sensibilisation et des éléments pédagogiques pour que les identifications soient les bonnes, c'est-à-dire des clés d'identification, des outils pour reconnaître les espèces et on fait des formations terrain
pour accompagner à la mise en place de ces protocoles. Donc, les données sont de relativement bonne qualité. Il y a des vérifications, notamment par l'Université de Rennes sur les vers de terre, enfin par des laboratoires annexes, pour vérifier qu'elles sont bien fiables. Et avec la masse de données fournie, ça gomme les potentiels. Et du coup, effectivement, peut-être en complément, parce que l'OAB, en fait, on voit qu'effectivement, il y a tout un réseau, mais en termes de publication, où est-ce qu'on a accès aux publications scientifiques qui s'appuient sur les données de l'OAB? Alors, sur le site internet, on référence les publications, à savoir que justement du fait de la masse de données et de la diversité, on va dire, des informations qu'on a dans notre base de données, et pour qu'on puisse faire des études statistiques fiables, il faut quand même pas mal de temps. Et là, nous, on a notre première publication qui est en révision mineure actuellement, qui est faite dans le cadre d'un doctorat qui a été lancé en 2018, et on a pu faire cette publication après 10 ans d'existence de l'Observatoire. Voilà. Mais tout est disponible sur le site internet qui est en refonte, donc l'année prochaine, il sera mieux, il sera plus facile de trouver les outils dessus. Voilà. Ok, merci. Alors ensuite, il y a la question du business intelligence. Qui paye, qui fait quoi, comment sont financés à la fois la collecte, mais aussi ensuite la gestion et la valorisation des données. Comment ça se passe en termes de business? Je vais faire juste. Alors, en fait, le terme business est né parce que les entrepôts de données étaient nés en fait pour faire du marketing. Hein. Donc, on dit business, voilà. Donc, il y a 20 ans, si vous voulez, il n'y a que nous, dans le monde agro-env, qu'on ne l'utilise pas encore bien assez au côté qui paye et tout ça. Donc, pour le moment, c'est dans le cadre du projet ANR, ainsi que sous différents fonds qu'on arrive à avoir toujours via le ministère. Voilà. Et donc, la grosse question qui se posera, c'est qui maintiendra cet entrepôt de nos lignes. Et véritablement, il y aura une démarche INRAE. On est en train de discuter pour voilà, une démarche INRAE pour garder l'entrepôt de nos lignes publiques, et l'OAB continuera sous les fonds du ministère. Ok, alors une question concerne d'Emeric. Quelles recommandations pour compiler dans un même entrepôt des données identiques mais de provenance et de sources différentes? Un format imposé par le gestionnaire de l'entrepôt de données, l'utilisation de standards existants? En fait, si vous voulez, alors, ça je me permets de répondre parce que c'est du classique. Si vous voulez, un entrepôt de données et un réceptacle sur lequel vous mettez toutes les données dedans. Et si vous avez la chance, par hasard, par magie, d'avoir des anthologies, des choses comme ça, des dictionnaires données communs, on va utiliser ce type de dictionnaire. Autrement, en fait, c'est quelque chose qui est fait avec le décideur final. Si vous voulez, un entrepôt de données, ce n'est pas comme une base de données, ça se conçoit main dans la main avec le décideur qui va nous aider à définir ce qu'on veut analyser. Parce que j'ai vu une autre question, donc je passe par là. Donc, il va nous dire ce que je veux analyser, quelle variable, la météo, les données de foot, quelque part, j'ai vu, ainsi même jusqu'au nom de la variable. On utilise aussi les décideurs ou parfois les experts qui gèrent les bases de données, sources. On manque, en absence de documentation, c'est 90% des cas, pour aller avec ces gens-là, donc ces experts-là, aller regarder deux colonnes, est-ce que ça part de la même chose? Et en fait, ces deux colonnes différemment, via les outils ETL, comme Elodie dont parlait, on va les intégrer pour les rendre homogènes et les intégrer dans le data warehouse. Il y a deux questions sur la diversification des sources de données. Une de Yannick sur la possibilité d'utiliser des données via des capteurs. Est-ce que vous utilisez un certain nombre de capteurs? Et puis sur la possibilité d'utiliser des données du plan Ecophyto sur les parcelles qui suivent les effets non intentionnels. Alors, on le fait déjà avec, je pense, Ecophyto. Hein, on le fait déjà. On travaille avec
l'équipe Infosol INRAE, on a déjà mis en place un entrepôt de données avec les données du réseau dans le cadre du système AgroSyst. On ne tardera pas à publier, à diffuser cette info. Et l'autre donnée, côté capteur, dans l'OAB, on n'a pas de capteurs. Les relevés sont faits manuellement. Mais l'entreposage de données capteurs, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et on a fait dans différents projets. À l'époque, c'était RSTA. Voilà, donc on sait faire. Et pour info, à l'OAB, on est en train de lancer un protocole qui serait une déclinaison de l'observatoire Vigikiro qui s'intéresse aux chiroptères, aux chauves-souris, et qui repose sur l'enregistrement d'ultrasons avec des capteurs et on enregistre toute une nuit avec des capteurs Audiomos qui vont ensuite fournir des données sur les espèces et le nombre de contacts de chauves-souris qu'il y a eu la nuit. Voilà. Peut-être de la continuité. Nora, il y a une autre question de Christophe sur le type de placette. Est-ce que vous avez des placettes de référence pour suivre d'une année sur l'autre l'évolution de la biodiversité, ou est-ce que vous avez une approche relative? On a alors bien sûr tous les participants qui ne sont pas fixes, mais pour pouvoir avoir des points de comparaison, on travaille avec un réseau de sites de démonstration qui sont essentiellement des lycées d'enseignement agricole et qui, eux, signent une convention avec le ministère de l'Agriculture pour mettre en place sur au moins 3 ans les protocoles de l'OAB. Après, on a des comparaisons parce que les protocoles ont à l'origine été testés dans le cadre du doctorat notamment pour avoir des données sur plusieurs années. Donc, ces parcelles de référence existent notamment via le réseau des sites de démonstration. Et je voulais revenir sur le réseau ENI, Effet notationnel du plan Ecophyto, parce qu'en fait, j'anime aussi le réseau ENI. Et pour le moment, dans ce réseau-là, il n'est pas évoqué d'utiliser l'outil VGI4Bio, mais le jour où celui-ci sera fonctionnel et on pourra faire, pour l'OAB, et surtout qu'on aura les autorisations d'utiliser les données de l'OAB pour pouvoir pour l'offrir au public, ce serait quelque chose qui sera aussi demandé dans le réseau ENI, donc c'est très envisageable. Voilà. Merci. Il y avait une question de Julie sur l'accès possible à l'outil BGI 4 Bio. Est-ce que cet outil est accessible à des professionnels de quelle façon? Justement, on travaille sur cette question-là. Donc, si vous voulez, maintenant, tous les data warehouses sont prêts. Donc, avec Elodie, Geosystems et le muséum, là, on est en train de définir, si vous voulez, le sorte de copyright, si vous voulez, l'agreement avant d'avoir accès aux données. Je pense qu'au début d'année prochaine, il y aura un site web avec ces outils. Il y aura juste un cliquer, j'accepte les conditions et sera possible d'y accéder. Par contre, si vous voulez accéder de maintenant, contactez-nous. On verra on verra comment faire. Il n'y a pas de... Ok, merci. Il me reste 2 minutes pour poser une question sur l'enseignement, puisque ces webinaires ont l'objectif de rapprocher recherche, développement, formation. Donc, on avait bien vu dans ta intervention, Sandro, que tu trouvais que pour l'instant, la question des data science était très peu enseignée, que ce soit en informatique, parce que les données environnementales sont peu représentées dans les formations informatiques, et puis dans les formations agro-environnementales, on parle encore très peu de data science. Donc, alors, j'ai compris qu'il y a des partenariats avec l'enseignement agricole, avec des lycées agricoles. Ce qui est intéressant, ce n'est pas pour autant qu'ils se forment au data science, mais si vous aviez un conseil à donner aux responsables de formation, par exemple de futurs ingénieurs agronomes, je sais que Nora a une formation d'ingénieur agronome au départ, qu'est-ce qu'il faudrait au minimum que prévoir dans les formations? Alors, juste avant de répondre à la question, c'est une question assez large, je dis, il faut que nous, dans le contexte agro-environnemental, soit usage, soit enseignement, il faut qu'à un moment donné, on rattrape, la course là, car ces technologies sont utilisées depuis 20 ans partout et nous, on ne les utilise pas. Donc, quels sont les conseils en fait
souvent, on ne pas, si vous voulez, essayer de faire avec une technologie qu'on connaît, qu'on maîtrise pour d'autres fins, et essayer de tout faire avec. Donc, regardons à chaque étape du traitement de la donnée, vous avez des outils, des recherches donc, appropriées. Donc, voilà, je dirais plutôt de dire, quand il s'agit de le data science, il y a 3 volets: la collecte de données, l'intégration des données, donc ce qu'on fait nous, la mise à disposition de données, et après, il y a la partie donc, analytique. Il faut vraiment essayer de faire cet effort aller vers les diviser cette chaîne en 3 parties et pas en faire un gros bloc qui après, voilà quoi. J'ai vu des collègues, des collègues qui avec R, ils font tout. Et après, un bout, quelques années, le projet, on peut dire au revoir, en fait, en termes d'évolutivité, en termes de performance. Donc, mon conseil, c'est regardons ce qui se fait déjà ailleurs, qui se fait très bien, et essayons de se rapprocher aux acteurs informatiques en question. Merci. Élodie, Nora, vous avez quelque chose à dire avant de boucler ce webinaire? On essaie de terminer à l'heure. Élodie, vas-y. Nous écouter. Oui, c'est ça. Ouais. Merci. Bien, eh bien, écoutez, on démarre à l'heure, on termine à l'heure. Donc, merci à tous. Sandro, tu veux dire un petit mot avant oui, juste un truc. Je ne sais pas si ça a été dit, mais dans l'exemple qu'on a fait, ça semble banal, mais on arrive à avoir des millions de données. Donc, ça semble un clic, mais derrière, il y a des millions d'enregistrements. Voilà, non, parce que faire les mêmes choses manuellement, clairement, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà. En tout cas, merci pour cette sensibilisation à la science des données et à l'intérêt des données agro-environnementales pour les pratiques agricoles et environnementales. Merci à tous et à la semaine prochaine sur la thématique agroécologie. Au revoir. Merci, au revoir.